Romain Desarbres de RMC nous a rejoint. Il va vous demander quelques éclaircissements. Bonsoir Olivier, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. On a donc, j'ai regardé votre émission, on va regarder ensemble deux extraits. Et le premier extrait, c'est celui sur vos relations avec François Hollande que vous aviez traité de capitaine de pédalo. Il y a une concurrence à gauche, il faut l'admettre, c'est une campagne électorale. Nous n'allons pas être dans la révérence les uns pour les autres. Je donne des arguments contre la droite, j'observe qu'ils sont moins relevés, y compris quand il y a des bons mots dedans, et j'en donne parce que je suis concurrent avec François Hollande, et j'essaye de le faire d'une manière humoristique, pour ne pas dramatiser les choses. Et lorsque je le fais de manière humoristique, on me répond débordé d'injures. Je pense que ça n'arrange rien. Alors, François Hollande est votre concurrent. Dans un sondage qu'on a publié cette semaine sur RMC, qu'on a diffusé sur RMC BFM TV, on découvre que 55% des Français sont favorables à un gouvernement d'union nationale. Alors, sans aller jusque-là, est-ce que vous qui stagnez dans les sondages et François Hollande qui baisse au sommet. Il est toujours au sommet. Oui, mais dans la popularité s'érode un petit peu, vous pourriez vous rapprocher et former l'union de la gauche. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de François Hollande? Normalement, c'est ce qui devrait se passer, non? À gauche, on est plus fort quand on est rassemblé. L'immense difficulté que nous avons, c'est que à peine la campagne est-elle commencée que François Hollande, moi je l'ai vu à temps, j'ai essayé de le signaler de façon humoristique, n'est pas dans cette logique, il est dans une autre logique. Il se tourne vers M. Bayrou, il annonce que la retraite à 60 ans, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est un grand marqueur de la gauche, depuis des décennies. C'est la grande conquête de mai 1980. Il tourne la page, il félicite le gouvernement d'union nationale en Italie, il se tait sur ce qui se passe en Grèce. Bon, nous avons des divergences qui se creusent, pas de mon fait. Ce n'est pas moi qui ai rajouté des sujets pour exagérer la différence, vous comprenez? C'est lui qui a pris cette initiative parce que dans son raisonnement, comme les autres socialistes en Europe, devant la crise qui arrive, il faut faire patte blanche devant le capital et s'accorder, essayer de trouver un compromis avec, ce que je crois, moi, être une tentative totalement vaine. Sur quoi devra-t-il revenir pour que vous puissiez vous rapprocher de lui, s'il avait besoin de vous? Non, mais commençons par dire les choses comme elles sont. Cette élection ne ressemblera pas aux autres, parce qu'on n'a jamais eu une élection en pleine crise du capitalisme, cette violence, à un moment où vous ne savez même pas d'une semaine sur l'autre si l'argent que vous avez dans la poche s'appellera du même nom dans un mois. Donc personne n'a jamais vécu ça. Donc il faut travailler maintenant en comprenant que la masse des Français, la masse, je dis bien la masse, ça me fend le cœur comme homme de gauche, mais c'est comme ça. La masse des Français ne se repère plus sur les étiquettes politiques. Elle se repère sur le contenu des propositions. Donc toute tentative d'enfumer, d'enrober, de se réclamer d'un glorieux passé pour faire le contraire est condamnée d'avance. Voilà. Donc il faut maintenant qu'on accepte mon offre publique de débat du côté des socialistes et des Verts et qu'on puisse, devant tout le monde, faire le bilan de ce qui éventuellement nous rapproche et de ce qui nous sépare. Voilà pourquoi je ne cesse de dire depuis des mois, la bonne méthode, ça n'est pas de faire des accords de coin, de comptoir, qu'ensuite on discute tous les jours pour savoir ce qu'il y a exactement dedans, comme l'ont fait les socialistes et les Verts, c'est de faire quelque chose de clair, de net, d'honnête devant tout le monde. Et puis chacun se déterminera. Il y a un premier et un deuxième tour. Je pense que plus haut sera le front de gauche au premier tour, meilleur serait l'éventuel regroupement qui se ferait ensuite. Mais je ne suis même pas sûr qu'il puisse se faire, tellement le coup de barre à droite que donne M. Hollande ne contrarie pas seulement moi. Si ce n'était que moi, on pourrait dire il a mauvais caractère, on s'en passe. Mais contrarie les gens de gauche, parce qu'ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Alors, l'une des clés du vote sera le vote ouvrier. On a le sentiment que les ouvriers se tournent vers Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, en cette période de fort chômage, propose de réduire drastiquement le nombre d'entrées d'immigrés légaux chaque année en France, qui pourrait passer, c'est dans son projet, de 200 000 chaque année à 10 000. Claude Guéant lui propose de fermer un petit peu le robinet de l'immigration légale à 10 000 entrées. Quelle est votre position? Attendez. Où est-ce que vous placez votre curseur? Oui, mais d'abord, c'est le début que je voudrais contester. Madame Le Pen, dites-vous, progresse parmi les ouvriers, donc la réponse, ça serait qu'il y ait moins d'immigrés. Pardon, ça c'est une relation que vous faites entre les deux sur la mentalité ouvrière qui n'est pas ce que je constate. Moi, je ne connais pas d'ouvriers, qui fassent un lien aussi mécanique entre les difficultés du pays et les questions de l'immigration. Et pourquoi? Les ouvriers ne sont pas stupides, ils savent bien qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Il n'y en a pas, monsieur.
Il n'y a pas de rapport entre le problème de l'immigration et le niveau du chômage dans le pays. Seule l'extrême droite pense ça et n'a jamais été capable de le démontrer. Vous ne croyez pas, M. Mélenchon, quand même que l'argument de Marine Le Pen disant l'immigration est un danger pour les ouvriers tout simplement parce que les étrangers acceptent des salaires de misère, ils travaillent souvent au noir et par conséquent, il y a une réduction des revenus pour les ouvriers. Est-ce que ça, c'est pas entendu quand même ? Je comprends. Mais alors, si c'était, supposons que ce soit le cas, que ce soit bien ça le problème essentiel, alors on traiterait la question rationnellement. N'est-ce pas ? On n'irait pas sur des fumées passionnelles. Si on emploie des gens en dessous de ce que le Code du travail exige dans notre pays, la réponse, c'est d'abord de dire que le Code du travail doit être respecté, qu'il doit y avoir le nombre d'inspecteurs qui le permettent, et que les gens doivent être payés correctement, et quand ils sont au travail depuis des années, qu'ils n'ont pas de papier, il vaut mieux leur donner des papiers pour qu'ils puissent se défendre, en justice. Là, on parle d'étrangers avec des papiers. Donc, quelle est votre position, vous, sur ce Alors, sur moi, ce ma débat position, depuis toujours, c'est celle de la gauche, hein. Nous ne nous référons pas au problème de l'immigration, nous nous référons au problème du développement. Nous avons toujours dit que les gens ne quittaient pas leur pays par plaisir, que c'est le contraire. Ils partent contraints et forcés. Donc, il faut arrêter les politiques qui poussent les gens à quitter leur pays. Quelles sont ces politiques dont ne dit jamais un mot les responsables de ce pays, notamment M. Guéant? C'est lorsque, par exemple, et c'est le fait le plus important, l'Union européenne organise ses partenariats avec les pays du Sud, et notamment les pays de l'Afrique subsaharienne. Non, monsieur, attendez la fin de l'explication, parce que sinon, je comprends que vous vouliez parler de Mme Le Pen, qui est, comme chacun le sait, la représentante des ouvriers. Mais si vous supportez un argument rationnel, écoutez-moi. C'est parce que cette politique est appliquée, parce qu'on abaisse les barrières douanières, parce qu'on déverse des produits agricoles subventionnés sur ces économies, cette agriculture vivrière, que des millions de gens quittent la terre pour aller en ville et ensuite de ville partent. 60% de l'immigration se fait dans les pays du Sud. Voilà où il faut d'abord, c'est-à-dire vers d'autres pays du Sud, et le reste vient vers les pays du Nord. C'est là qu'il faut arrêter la machine à détruire. Et ensuite, quand des gens sont ici, qu'on en finisse avec les fantasmes. J'ai entendu dire qu'il fallait expulser les clandestins. Personne n'est capable de dire combien il y en a. Les chiffres les plus extravagants circulent. Et quand on parle de 200 000 personnes, sachant qu'on en expulse 20 000 par an, aujourd'hui, ça voudrait dire que pendant les 10 prochaines années, nous passerions notre temps à expulser des gens. Tout ça n'est pas rationnel. Ça ne tient pas debout. Donc voici quelle est ma position. Je suis pour qu'on arrête les politiques qui détruisent les pays et pousse à l'immigration. Je suis pour qu'on arrête la politique du libre-échange et du libéralisme tous azimuts. Je suis pour des frontières pour les marchandises. Et vous verrez que quand il y aura des frontières pour les marchandises, les gens auront moins envie de partir de chez eux. Ils n'ont pas envie de partir de chez eux, comprenez-le. Et quand ils partent, contrairement à ce que croit M. Guéant, ils ne comparent pas le droit social de chaque pays avant de décider dans quel pays ils vont. On va regarder très rapidement le deuxième extrait. Aïe. Si nous voulons faire obstacle au mouvement de la finance, si nous voulons l'empêcher de tout diriger, eh bien, il faut prendre les mesures qui vont avec. Pôle public financier en France, taxation des mouvements erratiques des capitaux, démantèlement des mesures spéculatives qui ont aujourd'hui cours en Europe. Et dernier point, serrer le kiki aux agences de notation. Voilà, vous laissez le ticket aux agences de notation. Dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, la France devrait perdre son triple A. Une question, est-ce que c'est important? Est-ce que ce serait un cataclysme? Mais bien sûr que c'est grave. 25 secondes. Ah ben, c'est très grave. Ce qui est encore plus grave, avec le vote de l'UMP française et même des socialistes. C'est ça qui est une honte. Et donc, il y a moyen maintenant de décider le contraire. C'est-à-dire de retirer aux agences de notation le pouvoir qu'elles ont. Chaque fois qu'une entreprise ou un État sort un titre de dette, il doit y avoir à côté la note. Parce que sinon, ça ne se distribue pas. Les agences de notation que nous connaissons sont purement et simplement des agents d'influence des États-Unis d'Amérique, qui sont aujourd'hui dans une attitude agressive à l'égard de l'Europe. Point barre, ça n'a pas d'autre signification. Quand vous voyez que l'Angleterre échappe aux foudres des agences de notation et que la France, qui est en bien meilleure posture, est censée subir le knout, alors là, moi je dis que c'est quelque chose qui est insupportable.